On vous avait dit dès le départ que l'Iran n'est pas le Venezuela. On vous avait dit ici dans la lucidité qui nous caractérise qu'il ne faut pas aller faire la guerre contre l'Iran. Voilà un expert américain, ancien agent de la CIA, qui dit aussi la même chose, mais il parle aujourd'hui de la capitulation. Ça résume assez bien la réalité américaine d'aujourd'hui. On a une armée très coûteuse, qui a fière allure sur le papier, mais qui ne fonctionne pas. Les Iraniens, eux, ont une armée qui, elle, fonctionne. Et ils ont clairement fait savoir que si on les frappe, ils riposteront de manière décisive. Certaines nations prennent ça au sérieux. Bahreïn a déclaré l'état d'urgence. Le Koweït est en panique parce qu'ils savent que si l'Iran décide d'appuyer sur le bouton « off », c'est fini pour eux. C'est terminé. Les Qataris, eux, se disent « on essaye d'être amis avec l'Iran. S'il vous plaît, ne nous frappez pas ». Mais bon, vous avez laissé cette base américaine s'installer et on ne sait toujours pas clairement quelle est votre position vis-à-vis des États-Unis. Et en plus, vous signez des absurdités au Conseil de sécurité. Il est temps que les États arabes du Golfe reconnaissent qu'il y a des gentils et des méchants dans ce conflit et qu'ils se trouvent du côté des méchants. C'est comme ça, tout simplement. Ils ont choisi le camp d'Israël. Oui, ils ont choisi Israël. Je vais le redire une fois de plus. Ils se sont rangés du côté d'Israël. Les États arabes du Golfe se sont rangés du côté d'Israël, un pays qui a commis un génocide contre les Palestiniens et qui attaque... Leur frustration est immense. Dans les médias, les experts, les atlantistes, les belliqueux, ceux qui voulaient que les États-Unis restent là, faire la guerre, faire chuter le gouvernement iranien. Mais comme ça ne s'est pas produit, les gars sont dans une frustration à nul autre pareil. Donald Trump est accusé. C'est lui qui est à l'origine même de la pluie ou du canicule en France. Quand la pluie tombe quelque part, c'est Donald Trump à l'origine, surtout en Occident. Comme il y a canicule en France, Donald Trump est à l'origine de cette canicule. Eh bien, prenons un exemple très simple. On a entendu à l'instant Donald Trump céder à son obsession pathologique contre Barack Obama. Lorsqu'il déchire en 2018 l'accord de 2015, le fameux JCPOA, dont on parlera tout à l'heure. En fait, ce n'est pas la teneur de l'accord dont il ignore sans doute l'essentiel qui importe, c'est l'identité du signataire. Et le signataire, c'est Barack Obama. Et l'obsession maladive de Trump, c'est de détruire tout ce que Obama a tenté de construire, avec d'ailleurs un bonheur inégal, on le sait, et les Syriens en savent quelque chose. Donc, en ce sens, je veux dire, il n'y a aucun doute que c'est un recul. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation qui, en termes de péril pour la région et en termes atomiques, une situation qui est une régression par rapport à ce que nous avions connu en 2015. Mais là, dans le protocole, Vincent, les points qui marquent à nouveau les concessions ou les reculs de Trump, qu'est-ce que vous diriez? Il y a plus question. Donc, rien sur le nucléaire. Bon, il nous explique benoîtement que l'Iran n'aura jamais l'arme atomique. Qu'en sait-il? Il n'y a rien là-dessus. Rien sur le balistique. Rien sur l'uranium. On nous dit qu'on va récupérer, diluer, neutraliser les 450 kilos. Comment? On ne sait pas. Rien sur les affidés de l'Iran dans la région, ce qu'on appelle les proxys. Rien de positif pour les États-Unis dans la gestion du détroit, puisqu'on comprend, si la version iranienne est juste, qu'il y aura, même si on appelle ça des frais de service et non pas un péage, il y aura des revenus et des sanctions en partie levées qui devraient permettre à l'Iran de toucher un pactole à ce stade de 12 milliards de dollars. Et il nous dit quoi? Qu'au temps d'Obama, on aurait donné 1,7 milliard aux Iraniens. Donc tout ça est absolument grotesque. La frustration est énorme, d'autant plus que même les anciens militaires israéliens qui écumaient les plateaux pour parler de la puissance du total, de la puissance de leur armée, sont frustrés. Ils reconnaissent que les États-Unis ont abandonné en plein vol Israël. Ils reconnaissent maintenant que Israël a été abandonné et que le pays est isolé. Extraordinaire, non, les amis? Comment Israël va s'en sortir? Par le haut. Par le haut. La question se pose, est-ce que Israël va continuer à bombarder l'Iran seul? Est-ce que c'est possible, Ils en ont ça? la capacité, on l'a vu au mois de juin dernier, ils en ont la capacité, pendant 4 jours, Israël a bombardé seul avant que les États-Unis se Non, joignent. on ne parle pas de capacité militaire, Non, mais donc personne n'a de doute. Politiquement, est-ce que c'est possible? Israël, oui, le peut. Politiquement et militairement, oui. Israël. C'est-à-dire, pourquoi Netanyahou jusqu'à présent ne sait pas justement complètement respecter ce que disait Donald Trump, il ne s'est pas départi de ce que disait Donald Rappelez-vous Trump. qu'au mois de juin dernier, Netanyahou a attaqué seul les États-Unis et les États-Unis se sont joints. Donc vous êtes en train de nous dire, Stéphane Bolduc, qu'il est possible
Tout est possible. Que suite à ces décisions de Donald Trump, qui visiblement est en faveur quasiment finalisée d'un accord avec les Iraniens, eh bien Israël fasse cavalier seul. La question est de savoir si Netanyahou sera prêt à casser ce protocole d'accord en allant bombarder le territoire iranien. Ça, c'est une autre question. Avec des Américains qui vont les laisser tout seuls. Je veux dire, ça vous semble improbable? Oui. Non, ils ne sont jamais tout seuls. Alors, on va voir. Et la région. Vous oubliez quand même des acteurs régionaux. Parce que les acteurs régionaux vont dire, très bien, allez-y, continuez les Israéliens, parce que les Iraniens ne vont pas se priver. Ils l'ont fait dimanche dernier. Ils ont envoyé 3 drones sur les Émirats Arabes Unis. Non, je pense, si je peux me permettre, Stéphane, que là, il y a un peu de panique et de pensée magique de votre part. Netanyahou, et vous l'avez dit vous-même, ça fait, vous disiez 16 ans, ça fait presque 20 ans qu'il a été pour la première fois premier ministre, avec des interruptions certes, mais en fait sa doctrine iranienne, qui était celle de l'emploi de la force, échoué, Stéphane, à cette politique. Donc on peut refaire le match, oui, cette trêve, la mousse, etc. Je crois que les conséquences auxquelles Netanyahou est confronté politiquement vont être pénibles pour lui, mais pour le peuple israélien aussi, parce que Israël va se retrouver, et c'était assez prévisible. Demandez aux Européens le rapport qu'ils ont avec Donald Trump. Oui. Au lieu de nous mépriser, de dire les Européens auraient dû se joindre à nous, vous ne savez pas, vous avez peur, vous êtes des pantouflards, etc. Les Israéliens, à leur tour, sont en train de goûter un petit peu des médicaments que Donald Trump nous a donnés sur le Groenland, sur l'Ukraine. Gallagher, au risque de vous surprendre, je suis assez d'accord avec vous. Ah non, je suis pas surpris. Parce que concrètement, on est actuellement isolé face, et qu'on le veuille ou non, je ne sais pas si cette discussion s'est bien ou mal passée, peu importe, on s'en fiche. Concrètement, Israël aujourd'hui est face à une situation isolée. On parle maintenant de la capitulation, pure et simple. Quand ça vient de nous, les trolls, les fous de Dieu, entre guillemets, oh Israël c'est la terre promise, ce n'est pas comme ça. Voilà vos amis aujourd'hui, eux-mêmes qui disent que les États-Unis et Israël ont capitulé face à l'Iran. Voilà, c'est la capitulation des États-Unis. Et pourquoi? Qu'est-ce que la capitulation? Ce n'est pas uniquement un mot qu'on prononce vaguement, non. Ce mot est basé sur les faits. Est-ce que Donald Trump a récupéré le programme atomique iranien? Non. Est-ce que Donald Trump a récupéré le programme balistique? Non. Est-ce que Donald Trump a coupé la main des Iraniens sur les proxys? Non. Non, mais pardonnez-moi. ça pourrait commencer à être discuté ensuite. Voilà, exactement. Est-ce que Donald Trump a donné la main sur la gestion du détroit d'Ormuz aux Iraniens? Oui. Est-ce que Donald Trump va débloquer les avoirs gelés des Iraniens? Oui. Est-ce que Donald Trump va lever les sanctions primaires et secondaires contre l'Iran? Oui. Donc toutes les exigences finalement des Iraniens. Et ensuite, vous avez absolument raison. Donald Trump va se lancer dans la négociation uniquement concernant 12 éléments. Les 440 kilos uranium enrichi et le programme atomique. Et moi, je vais vous dire, Pauline, à cette heure-là, je vais vous dire que cette négociation, les Iraniens vont faire durer cette négociation jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. Et là, l'intervention de ce monsieur, vous allez le suivre. C'est un professeur d'université au Canada, il est américain. Vraiment, il est déçu au point de dire, ça sera difficile aux États-Unis, de son pays, de se relever de cette défaite, de cette capitulation. En fait, il est dépassé par les événements. Mais bon, vous avez soutenu ce non-sens dès le départ, sans toutefois compter sur la résilience, la puissance iranienne. Conséquence, c'est que tous les différents plateaux que vous voyez là aujourd'hui, que je vous propose et tout, c'est la frustration totale. Mais la réalité est tout autre chose, c'est que l'Iran est plus puissant. Et l'Iran a fait subir des choses aux Américains et Israéliens. Donc, Donald Trump n'est plus capable de continuer à faire cette guerre parce que il y a aussi les pays du Golfe qui disent que c'est trop, on arrête ça, on arrête cette hémorragie. Donc, la frustration. Vraiment. Total de l'administration américaine dans cette guerre. La question du nucléaire n'est absolument pas réglée et les Iraniens, le régime est encore largement en place. Écoutez, en tant qu'Américain, je suis très en colère devant tout ce gâchis et cette défaite américaine qui aura pour les États-Unis un impact plus grand encore que la défaite au Vietnam. Les États-Unis ne se relèveront jamais totalement de cette défaite. Aujourd'hui, on a un président qui a mendié pendant des semaines un bout de papier au régime iranien. Ce qu'il voulait, comme vous le savez tous, c'était une feuille de route afin de s'en tirer la tête haute, un minimum, face non pas à la population américaine dans son ensemble, mais à sa base MAGA.
pouvoir clamer victoire. Il va probablement aujourd'hui ou dans 2-3 jours, je pense que c'est plutôt aussi dans 2-3 jours que tout ça sera signé. Il va évidemment clamer victoire et il va probablement également nous dire tiens, qu'on a gagné la guerre du Vietnam. On sera en plein déni. Ce président a pour objectif ensuite de passer à autre chose et de faire oublier l'affaire aux Américains. Regardons effectivement, comme vous l'avez dit, où nous en sommes aujourd'hui. Les Iraniens ont réussi le tour de passe-passe, parce qu'on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais en tout cas pas d'être mauvais en diplomatie, le tour de passe-passe de faire que les raisons de la guerre sont oubliées et que ce sont les causes Hormuz qui sont traitées en priorité. Demain, aujourd'hui ou un mardi, on va avoir un président qui va nous dire victoire, le détroit d'Ormuz est réouvert. Le nucléaire va faire partie de négociations qui vont se dérouler sur des semaines, des mois, voire des années. Et on sait très bien que le programme nucléaire ne va pas être enterré. Et on sait très bien que les Américains n'ont plus les moyens aujourd'hui de suivre le déroulement de ces opérations au cours des prochains mois. Donc c'est un échec total pour la diplomatie américaine, un échec géostratégique. Les États-Unis n'ont jamais été aussi isolés sur la scène internationale et maintenant même les alliés du Golfe, comme les alliés canadiens et européens, vont commencer à regarder ailleurs. Alors, que dit-on de cet accord de principe en Iran? On se posait... C'est un bouleversement historique auquel nous sommes en train d'assister, pas simplement géostratégique ou géopolitique, comme ça vient d'être très bien expliqué. Évidemment, c'est un échec politique, géostratégique et géopolitique, mais nous assistons depuis déjà un petit moment. C'est quand même Barack Obama en 2013, lorsqu'il n'a pas respecté la fameuse ligne rouge avec la Syrie, qui a commencé à décrédibiliser, démonétiser la parole américaine. Mais Trump a évidemment accéléré le mouvement, surtout depuis plus d'1 an. Écoutez, très brièvement, regardez, le Canada qui prend... J'enseigne à l'Université du Québec, j'y suis tous les mois, et je peux vous dire que les Canadiens prennent très au sérieux les menaces américaines. Le Canada regarde du côté de l'Europe, l'Europe regarde vers l'Asie, et effectivement, maintenant, les pays du Golfe ont très bien compris qu'ils ne pourraient pas compter sur la puissance américaine ad vitam aeternam. Aujourd'hui, le pôle de stabilité, c'est devenu la Chine, un bouleversement historique. Général Sidos, vous partagez justement cette... Oui, tout à fait. Je partage tout à fait également. Par contre, au niveau des analyses, il faut faire attention. L'emploi de la force, peut-être que les objectifs ont été très mal choisis. Il y a ça aussi. S'ils avaient été choisis différemment, alors en discutant avec des spécialistes un peu de l'Iran... Mais c'est les militaires ou les politiques du coup c'est entre les deux, justement. À Econa où je viens, on dit, you cherche, you trouve, you support. Les États-Unis d'Amérique ont trouvé garçon. Et là, l'Iran les avait dit que ça sera pire que le Vietnam. Voilà que c'est la vérité aujourd'hui. Ils sont en train de pleurer. Et rien n'est sûr. Si Israël continue d'attaquer le Liban, le détroit d'Ormuz ne serait pas rouvert. C'est la raison pour laquelle Donald Trump fait des sorties épistolaires. Il fait des sorties attaquatoires. C'est la raison pour laquelle il attaque Benjamin Netanyahu et la frustration du côté de l'entité. La terre promise. Asia.